L'or de Lyon. 12 millions envolés sous les yeux de la France choquée. Le silence d'un après-midi ordinaire, brisé par une déflagration. Un souffle puissant, des vitres qui volent en éclats, et la panique qui s'installe dans une zone industrielle de Lyon. En moins de 10 minutes, une raffinerie d'or devient le théâtre d'un braquage à l'explosif d'une audace inouïe. 12 millions d'euros s'évaporent, et avec eux, un parfum de mystère qui plane sur tout le pays. Ne partez pas. Ce reportage va vous plonger dans un univers où tout semble calculé, millimétré, un monde de silence, de complots et de secrets bien gardés. Chaque geste, chaque regard, chaque explosion a son importance. Ce que vous allez entendre pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur la sécurité, le crime organisé, et sur la fragilité de notre système. Avant de poursuivre, prenez un instant. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Média France, et activez la cloche pour ne rien manquer. Ici, on ne vous livre pas l'actualité fade et tiède des plateaux trop polis. Sur Média France, on la sert comme un plat fort en goût, bien épicé, bien relevé, et sans filtre. Restez bien avec nous, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes n'a rien de banal. Partie 1, 10 minutes d'enfer. L'or s'est levé et a marché. 13h40. Un instant de calme à Lyon. Le soleil tape doucement sur les toits d'un parc industriel, les ouvriers terminent leur pause déjeuner, et puis soudain, boum. Une explosion sèche, brutale, à vous arracher le cœur du torse. Les vitres volent, les alarmes hurlent, et pendant quelques secondes, tout le monde croit à une attaque terroriste. Mais non, ce n'était ni politique ni religieux. C'était juste, le grand retour du braquage à l'ancienne, version 2025. Des hommes surgissent, 6, selon les témoins, encagoulés, armés jusqu'aux dents, comme sortis d'un film mal doublé. Kalachnikov en bandoulière, brassard au bras, démarche tranquille. Oui, tranquille. Les gars ne courent pas, ils ne crient pas, ils ne paniquent pas. Ils bossent. On dirait presque une équipe municipale venue poser la fibre optique, sauf que, ils posaient la peur. Et dans leur plan, rien n'est laissé au hasard. Une explosion bien placée pour briser les accès, une échelle lancée par-dessus le grillage, des sacs blancs pour le butin, et un utilitaire avec gyrophare pour le transport. Propre, net, efficace. Pendant que les employés hurlent et que les voisins filmant, les braqueurs, eux, avancent au pas, calmes comme des chirurgiens. Chaque geste est précis, chaque minute est comptée. Le plus fascinant, la scène a duré près de 9 minutes. 9 longues minutes où la ville des Lumières a eu l'air d'un plateau de tournage sans figurant. Pas un cri de police, pas une sirène, rien que le silence et le bruit métallique des sacs d'or qu'on embarque. Un témoin, encore sous le choc, confie. Ils prenaient leur temps, comme s'ils étaient chez eux. Et en vérité, ils avaient raison. Quand la République dort, les braqueurs font la sieste debout. Mais attention! Ne croyez pas que c'était de l'improvisation. Non, ça, c'est du savoir-faire de haut niveau, une symphonie du crime où chaque note est réglée à la seconde près. Les gars savaient ce qu'ils faisaient. Ils connaissaient les lieux, les horaires, les angles morts des caméras, et même la vitesse d'intervention de la BRI. On dirait presque qu'ils avaient les clés du scénario avant même d'entrer sur scène. Et comme dans tout bon film français, il y avait ce voisin, l'œil du peuple, qui a tout filmé depuis sa fenêtre. Ah, ce citoyen courageux. Son smartphone tremble, sa voix panique, mais sa vidéo deviendra la bande-annonce de l'affaire. En quelques heures, le braquage explose sur les réseaux, et la France découvre, sidérée, que même le métal le plus précieux du pays peut se volatiliser sous ses yeux, en plein jour, dans un parc industriel surveillé. 12 millions d'euros d'or envolés. 5 blessés. Des questions sans réponse. Et surtout, une évidence. On a beau être en 2025, les braqueurs, eux, ont gardé la mentalité des années 80, sauf que cette fois, ils ont les cartes d'accès et les gyros bleus. Alors oui, la France est choquée. Mais entre nous, ce qui choque le plus, c'est cette aisance avec laquelle les criminels se promènent désormais dans les zones à haute sécurité. À croire que dans ce pays, les bandits ont leur badge de présence et que la peur a pris un congé administratif. Avant de continuer, prenons une seconde.
Si vous aussi vous trouvez que ce braquage ressemble plus à un sketch grandeur nature qu'à un drame, dites-le en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à Média France. Parce que pendant que d'autres chaînes dorment au poste, nous, on reste éveillés avec une lampe torche et un peu de poivre dans le micro. Et maintenant, accrochez-vous bien, car dans la prochaine partie, on entre dans le cœur du mystère. Le mode opératoire. Une précision militaire, une audace hallucinante, et peut-être, des complicités au sommet. Partie 2, le mode opératoire, précision militaire ou folie bien organisée. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui improvisent, et il y a ceux qui préparent. Eh bien, les gars de Lyon, eux, n'ont pas improvisé. Non, ils ont travaillé comme des horlogers suisses avec des nerfs de crocodile. Tout était chronométré, pensé, calculé. On aurait dit une opération militaire camouflée sous des airs de cambriolage industriel. Sauf que là, au lieu de drapeau, c'est l'or pur qui servait d'étendard. Imaginez la scène. Explosion millimétrée, dispositif de diversion, échelle parfaitement placée, sac blanc renforcé, camion utilitaire muni d'un gyrophare bleu, tout ça dans une chorégraphie digne d'un ballet policier inversé. Même les voisins, en filmant, n'étaient plus sûrs. Est-ce la police ou les voleurs? Et c'est là tout le génie de ces artistes du désordre. Ils savaient que dans un monde où tout le monde filme, le vrai camouflage, c'est la ressemblance avec l'autorité. C'est ça la nouvelle école du crime en 2025. Le braquage 2.0. Plus besoin de cagoules noires et de fourgons gris. Non, maintenant, on fait dans le déguisement institutionnel. Gyrophare, brassard, démarche confiante, et hop, tout le monde pense que c'est une intervention officielle. Même la peur se met au garde à vous. Mais attention, ce n'est pas que de la mise en scène. C'est de la stratégie pure. Un travail de renseignement, de repérage, d'observation. On sent que ces gars ont passé des semaines à étudier les horaires, les rondes de sécurité, les angles morts des caméras. Certains diront, ils ont eu de la chance. Mais non, dans ce genre d'affaires, la chance, c'est juste le surnom du travail bien fait. Et puis, ce calme pendant l'opération, ce sang-froid presque insolent. Ils marchent au ralenti, chargent les sacs comme s'ils déménageaient pour un long week-end. Aucun cri, aucun tir, aucune panique. Même les Kalachnikov semblaient être là juste pour la déco. Franchement, à ce niveau, on ne parle plus de braqueurs, on parle de logisticiens du chaos. Mais la vraie question, c'est, comment ont-ils pu s'introduire aussi facilement dans une raffinerie d'or, avec explosifs, armes automatiques et véhicules trafiqués, sans être repérés avant? On ne va pas tourner autour du pot. Il y a des odeurs de complicité dans l'air. Quelqu'un quelque part savait, ou a laissé faire. Parce que même dans un film d'action, les héros n'ont pas autant de confort logistique. Et pendant ce temps, la BRI, elle, observait. Oui, parce que l'affaire, on l'a appris plus tard, était déjà sous surveillance. Alors là, c'est le paradoxe français par excellence. On surveille les bandits, on les filme, on les écoute, mais on les laisse quand même agir. Résultat, explosion, blessés, panique, puis arrestation en flagrant délit. C'est ce qu'on appelle dans le jargon, le cinéma judiciaire. Et comme toujours, on nous dit ensuite que tout était sous contrôle. Sous contrôle, peut-être, mais l'or, lui, avait déjà pris l'air avant d'être récupéré. La presse locale, en découvrant le butin de 12 millions, a parlé d'un miracle d'enquête. Mais entre nous, le vrai miracle, c'est qu'aucun des braqueurs n'ait confondu le bouton de la bombe avec celui du gyrophare. Parce que vu le niveau de préparation, on sentait l'équipe venue pour performer, pas pour survivre. Et là où le satirique rejoint le tragique, c'est qu'à Lyon, on commence à se poser la vraie question. Est-ce que les braqueurs sont devenus trop forts, ou est-ce que la sécurité est devenue trop paresseuse? Parce que soyons francs, ce n'est pas la première fois qu'on attaque ce même site. Et si une raffinerie d'or devient une zone à risque, on se demande à quoi servent les assurances, les systèmes d'alarme et les vigiles avec talkie-walkie. Peut-être qu'il faudrait remplacer les caméras par des mamans camerounaises. Celles-là, je vous jure, personne ne passe sans explication. Mais bon, en attendant la réforme de la sécurité nationale, une chose est sûre.
les braqueurs de Lyon viennent de donner une leçon d'efficacité à la bureaucratie française. Ils ont prouvé qu'avec un bon plan, un peu d'explosifs et beaucoup d'aplomb, on peut entrer, prendre et sortir, le tout en plein jour. Un vrai braquage made in France avec élégance, discipline et scandale inclus. Et si vous pensez que tout ça mérite réflexion, ou même un Oscar du meilleur scénario criminel, dites-le en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à Média France, parce que pendant que d'autres vous endorment avec des débats stériles, nous, on vous réveille avec la vérité bien pailletée. Mais attention, restez bien connectés, car la suite devient encore plus croustillante. Dans la prochaine partie, on va entendre les témoins, ces voix du quotidien qui ont tout vu, tout senti, et qui, elles aussi, ont eu droit à leur minute de panique et de célébrité. Partie 3, les fantômes de l'or, Lyon sous tension, Paris sous pression. Ah, mes frères, mes sœurs, on croyait que le film était fini, hein? Non, ce n'était que la bande-annonce. Parce que depuis que les 12 millions se sont envolés comme des pigeons bien dressés, la France est entrée dans une période de migraine nationale. Lyon, cette belle ville tranquille des bouchons et du Beaujolais, s'est transformée en décor de séries policières. Hélicoptères qui bourdonnent au-dessus des toits, policiers déployés comme si on cherchait Ben Laden, et ministres qui se bousculent pour montrer qu'ils contrôlent la situation, du moins devant les caméras. Mais entre nous, derrière les micros et les beaux discours, c'est la panique. On se tire dans les pattes, on s'accuse, on cherche un coupable comme on cherche le sel dans la sauce sans savoir qui l'a oublié. Le préfet accuse la gendarmerie accuse la police accuse la sécurité privée, et la sécurité privée, elle accuse le diable. Oui, le diable même, car comment expliquer qu'un tel braquage ait pu se faire sans qu'une mouche ne soit alertée? À Paris, le ministère de l'Intérieur est sur des charbons ardents. On a vu des réunions s'enchaîner à une vitesse de moto-taxi en mission. Des dossiers s'ouvrent, se ferment, se rouvrent, bref, c'est la danse du dossier sans fin. Les conseillers de cabinet deviennent des traducteurs de mensonges. Chacun essaie de reformuler la honte nationale à sa manière. Ce n'est pas un braquage, c'est un incident logistique. Ce n'est pas une fuite, c'est une redistribution involontaire. À France, tu es forte pour maquiller la catastrophe en opportunité. Et pendant ce temps, sur le terrain, les habitants de Lyon observent tout ça avec le même air que les Camerounais quand on leur dit « le courant revient bientôt ». Chacun a son interprétation. Certains disent que ce sont des anciens du renseignement, d'autres parlent d'une opération militaire ratée, et il y a même les plus spirituels qui murmurent que c'est le jugement de Dieu sur la cupidité des hommes. Les réseaux sociaux, eux, sont devenus un marché de rumeurs. TikTok, X, Facebook, tout le monde se transforme en enquêteur de salon. On a vu des internautes analyser les vidéos floues, faire des schémas, mettre des cercles rouges autour des visages comme si c'était FBI Lyon édition spéciale. Mais la vérité, chers téléspectateurs, c'est que pendant que tout le monde cherche les voleurs, les vrais cerveaux, eux, sont déjà loin. Peut-être même qu'ils regardent cette vidéo en ce moment, bien installés, un verre à la main, se disant « Regarde-moi ça, même les journalistes font notre publicité. » Et vous là, oui vous qui regardez cette vidéo, ne faites pas comme eux. Vous au moins, appuyez sur « S'abonner » à Média France. Ce n'est pas du vol, c'est du bon sens. Parce que pendant que les autorités cherchent leurs 12 millions, vous pouvez gagner 12 minutes d'intelligence et de rire à chaque reportage. Mais attendez seulement, parce que dans la prochaine partie, on va découvrir comment l'affaire a pris une tournure politique, où l'or disparu s'est transformé en arme de guerre entre ministres, banquiers et petits malins du pouvoir. Oui, mes chers, la suite va faire trembler même les couloirs de l'Élysée. Partie 4, quand l'or devient politique. Les voleurs invisibles et les complices bien habillés. Ah mes chers amis, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures, parce qu'ici, on quitte le simple braquage de film pour entrer dans la haute couture du scandale. Oui, l'affaire de l'or de Lyon n'est plus une histoire de voleurs à cagoule, mais bien un défilé de cravates suspectes et de costumes bien repassés. L'or volé, on le cherche encore, mais les têtes, elles, commencent à tomber, doucement, comme les feuilles d'automne, selon le vent de la politique. À Paris,
les langues se déliaient, ou plutôt, elles se trahissent. On apprend que certains des responsables de la sécurité avaient des liens, professionnels, avec des entreprises de sous-traitance pas très nettes. D'autres auraient, tenez-vous bien, anticipé l'attaque en retirant des fonds ou en modifiant des horaires, comme s'il avait reçu le scénario du film avant la projection. Et pendant que les enquêteurs transpirent, les ministres, eux, se lavent les mains à l'eau bénite de la communication officielle. Nous faisons toute la lumière sur cette affaire, disent-ils, mais sans jamais allumer la lampe. Les plateaux télé s'enflammant. Chaque chroniqueur veut sa part de gloire, chaque député joue au détective, et chaque conseiller de l'Élysée tremble à l'idée que son nom apparaisse dans un rapport confidentiel. Ah, la France. Quand il s'agit de parler fort, tout le monde est champion. Mais quand il faut dire la vérité, tout le monde devient muet comme un poisson en retraite spirituelle. Et comme toujours, dans les grandes crises françaises, le peuple regarde, rit jaune, puis oublie. Mais cette fois, quelque chose ne passe pas. L'opinion gronde, les syndicats s'agitent, les médias indépendants fouillent, et les citoyens commencent à poser les bonnes questions. Comment 12 millions d'euros peuvent disparaître dans un pays où on te verbalise juste parce que tu as mal garé ton scooter? Qui protège qui? Et surtout, à qui profite le crime? Pendant que tout le monde parle de réforme de la sécurité, certains murmurent que l'argent volé aurait déjà traversé les frontières, peut-être même recyclé dans des campagnes électorales ou des paradis fiscaux où les lois dorment profondément. Là-bas, personne ne pose de questions. L'or a disparu, mais il brille encore quelque part, sous un autre nom, dans un autre compte. Et c'est là que le scandale devient une bombe politique. Entre les luttes de pouvoir, les ambitions présidentielles et les règlements de comptes internes, l'affaire de l'or de Lyon n'est plus un simple fait divers, c'est devenu une arme dans la guerre invisible des élites françaises. Un ministre tombe, un autre grimpe, un conseiller disparaît mystérieusement, et les journalistes d'investigation se transforment en cibles mouvantes. On dit même qu'un certain rapport confidentiel, explosif comme la dynamite du braquage lui-même, dort encore quelque part dans un coffre-fort à Paris. Si ce document sort un jour, il pourrait bien faire trembler tout le gouvernement. Mais bon, pendant que certains se battent pour cacher la vérité, nous, à Média France, on fouille, on creuse, on déterre, même là où ça sent le brûler. Alors abonnez-vous vite, parce qu'ici, on ne vous sert pas le mensonge sous aluminium, on vous livre la vérité bien chaude, tout droit sorti du feu de l'actualité. Et croyez-moi, c'est plus croustillant qu'un pain sorti du four de Bafoussam. Mais attendez seulement, parce que la suite, mes chers, ce sera la conclusion. Et là, on va relier tous les fils, les braqueurs, les politiques, les complicités, et peut-être, la vraie identité de ceux qui tirent les ficelles. Restez donc bien assis, car le dernier acte de ce feuilleton, c'est du lourd, du très lourd, comme une valise pleine d'or mal déclaré. Partie 5, la matière d'or et la matière grise, traquer l'or, débusquer les routes du gain. Ici, mes gens, on entre dans la cuisine technique du crime. Pas seulement la scène bruitée et les gros bras, mais la matière même de l'objet convoité, l'or, et tout le petit jeu de piste qui permet de le transformer d'un lingot chaud en argent propre. Attention! Ce chapitre-là, c'est pour les curieux qui aiment mettre le nez dans les dossiers, pour les voisins qui ont filmé avec leur portable et pour les comptables qui pensent que tout se règle avec un tableau Excel. D'abord, rappel utile, parce que tout le monde croit que l'or, c'est juste une barre brillante qu'on glisse dans une valise. Non, l'or, dans une raffinerie, c'est un processus technique. On le nettoie, on le contrôle, on le chiffre. Chaque lot a des caractéristiques, des puretés, parfois même des marquages. Il subit des essais, des analyses, et surtout, il entre dans une chaîne de traçabilité, ou du moins, il devrait. C'est précisément sur cette chaîne que nos braqueurs ont porté un coup magistral. Ils n'ont pas seulement pris des sacs, ils ont pris la matière première d'un marché global. Et lorsque la matière sort du site, elle n'est plus simplement un bien, elle est une information. Qui l'a touchée, quand, et comment. Dérobée, elle devient une donnée manquante dans des registres que l'on tente ensuite de combler à coups de faux tampons et de factures réécrites. La première valeur ajoutée de cette partie, c'est de vous expliquer comment on peut dissimuler l'origine d'un lingot. Ce n'est pas sorcier.
Entrer dans un flux logistique différent, mélange avec d'autres lots, refonte dans un pays où les règles sont molles comme du beurre tiède, et hop, l'or passe d'un compte obscur à un compte encore plus discret. On parle de petites retouches administratives, de certificats échangés, parfois d'acteurs tout à fait respectables qui acceptent de valider des papiers contre une commission qui sent l'huile de friture. Deuxième point. L'assurance. Imaginez la scène administrative. Déclaration de sinistre, expertise, grosse signature. Là aussi, des combinaisons existent. On peut imaginer, hypothèse journalistique, des montages où la demande d'indemnisation devient plus lucrative que le vol lui-même. La raffinerie se fait rembourser, un assureur grogne, et les lingots réapparaissent ailleurs, soigneusement blanchis par la magie des colonnes comptables. C'est sale, mais c'est poli. Tout est facturé, tamponné, et parfois même garanti. Troisième élément, et non des moindres. Les réseaux de recyclage international. L'or a ceci d'utile pour les trafiquants. Il est dense, compact, et presque indestructible. 1 kilo d'or ne prend pas de place mais vaut son pesant de secrets. Les routes possibles, elles sont nombreuses. Ports secondaires, petites compagnies maritimes, comptes bancaires dans des juridictions qui ont oublié leur sens de l'honnêteté. Une fois arrivé dans ces zones, l'or change d'identité en quelques étapes. Refonte, nouveaux certificats et recommercialisation. C'est un balai discret, loin des radars. Quatrième piste, plus technique encore. L'analyse des résidus. Les enquêteurs qui sondent une raffinerie laissent une trace, des résidus d'explosifs, des fragments métalliques, des empreintes numériques sur des caméras passées à la loupe. La valeur ajoutée ici, c'est de comprendre que la science judiciaire peut être plus implacable que le scénario le mieux écrit. Lorsqu'on reprend la matière, il suffit parfois d'un isotope, d'un élément traceur, d'un petit cristal dans la gangue pour renvoyer la marchandise à son origine géographique. Les laboratoires le savent bien, l'or se trahit, il garde en lui la mémoire de son parcours. Cinquième et dernier point de cette partie, et celui qui fâche le plus, l'économie locale. 12 millions envolés, ce n'est pas seulement un choc médiatique, c'est une onde qui traverse des petits commerçants, des sous-traitants, des employés qui comptent sur des payes régulières. Les polices d'assurance vont revoir les primes, les banques vont resserrer les lignes, et les contrats fragiles vont se défaire. Ici, la valeur ajoutée est double, expliquer que la perte d'un lot d'or n'est pas un fait abstrait, mais un vrai coup porté au tissu économique régional. Et maintenant, mes chers auditeurs, une adresse directe, mais avec l'humour qui nous caractérise. Si vous voulez connaître la suite de ce feuilleton, savoir comment, concrètement, les lingots ont pu être recyclés et qui a bénéficié des mouvements d'argent, abonnez-vous à Média France. Sérieusement, abonnez-vous, on ne demande pas votre or, juste votre attention, et entre nous, c'est un bien moins lourd à porter. En une phrase pour introduire la suite. Dans la partie 6, on fera tomber le rideau final pour lier les bénéfices cachés, les complices invisibles et les conséquences sociales, et vous verrez alors qui rit le dernier. Partie 6, le dernier acte. Qui rit le dernier. Les retombées, les comptes et le grand théâtre de la responsabilisation. Mes chers, tenez-vous bien. Nous voilà au dernier tour de piste, à l'heure où l'on ramasse les confettis et où l'on compte les billets, ceux qui restent et ceux qui ont pris la poudre d'escampette. Si les premières parties vous ont montré l'explosion, la chorégraphie et la mécanique du blanchiment, ici on pose la main sur le cœur du dossier. Les retombées concrètes, judiciaires, économiques, morales, et surtout, qui paie le prix de ce beau spectacle en or massif. Commençons par la plus palpable, la justice. Dans les jours qui suivent, on aime bien voir des têtes tomber, des gardes à vue fleurir et des communiqués triomphants s'égreneur. Mais la justice, mes frères, n'est pas un clip publicitaire. Elle est lente, laborieuse, parfois capricieuse. On a arrêté 6 suspects, le butin a été récupéré. Joli tableau. Mais entre l'arrestation et la condamnation, il y a un fossé. Ce fossé, c'est le temps judiciaire, les procédures, les expertises qui tournent, les avocats qui trouvent des angles et les failles procédurales qui font bêler les dossiers. Le risque, que la grande narration se transforme en feuilleton sans fin, et que la population, lasse, range ce fait divers dans la cave des choses résignées. Ensuite,
Parlons de l'économie locale. Une raffinerie touchée, ce sont des contrats qui se rétractent, des fournisseurs qui demandent des garanties supplémentaires et, inévitablement, des primes d'assurance qui grimpent comme des grappes sur une vigne capricieuse. Les petites entreprises de la chaîne, les caristes, les transporteurs, les nettoyeurs, prennent une grosse claque. Et pendant que les patrons négocient avec leurs assureurs, les employés, eux, voient leur quotidien se fissurer. La valeur ajoutée ici, comprendre que le vol de 12 millions, ce n'est pas seulement une statistique médiatique, c'est un choc microéconomique qui peut pousser des familles au bord du compte bancaire vide. C'est la vraie tragédie, pas celle qui fait les gros titres. Sur le plan politique, on entre dans le salon feutré où l'on chuchote et où l'on se passe le dernier plateau télé comme on se passerait un verre de bonne peur. Ce braquage tombe mal dans le calendrier de certains, utile à d'autres. Certains opportunistes voient là l'occasion de monter au créneau, promettant des mesures drastiques comme si la promesse pouvait réparer une porte soufflée à la dynamite. Les ministres se succèdent au micro, certains pour rassurer, d'autres pour se présenter en monsieur propre. Le risque réel, que la politique se contente du slogan et oublie la réforme. On votera peut-être des mots, on adoptera des audits, mais qui aura le courage d'attaquer le nerf, les complicités invisibles, les circuits de blanchiment internationaux, les paradis qui dorment à l'ombre des lois? Sur le plan international, l'affaire traverse les frontières comme une rumeur bien servie. L'or, ça circule vite. Port, courtier, compte, réfusion, réétiquetage. La valeur ajoutée apportée ici, c'est la carte mentale des routes possibles. Petits ports malléables, intermédiaires aux dénominations vagues, banques qui ferment les yeux, et juridictions où la transparence est un luxe. Le message est simple et cruel. Quand l'or sort d'une zone contrôlée, il n'arrive pas forcément dans une autre qui pose des questions. Il arrive dans un réseau bien huilé. Et ce réseau, lui, rit parfois le dernier. Mais au-delà des circuits et des procès, il y a la question morale. Qu'est-ce que cet événement dit de nous, de notre société? Quand des braqueurs peuvent endosser l'autorité visuelle, gyrophare, brassard, assurance d'impunité, cela révèle une confiance publique crevée comme un ballon abandonné. Les citoyens se demandent, pourquoi ai-je le sentiment que les règles s'appliquent à tous sauf à ceux qui savent contourner les lois? Cette suspicion permanente est pire qu'une explosion. Elle ronge la foi collective dans les institutions. Et la satire ici n'est pas gratuite. Elle sert de miroir. À la camerounaise même, on dit. Quand l'État regarde ailleurs, le voleur prend son temps et la nation prend des jours de tristesse. Passons aux enseignements pratiques, parce que nous ne sommes pas que des chroniqueurs de l'étonnement, nous sommes aussi des artisans de la proposition. Si l'on veut que ce genre d'événement ne soit pas un manuel pour la prochaine bande, il faudra renforcer la traçabilité technique, marquages isotopiques, registres inviolables, améliorer la coopération transfrontalière, échange rapide d'informations entre police et douane et surtout, audit indépendant des liens publics-privés sur les sites sensibles. Mais attention! Proposer ces mesures, c'est bien, les appliquer, c'est autre chose. La bureaucratie a parfois la rapidité d'une tortue continentale. Et pendant qu'on réfléchit, certains continuent de remplir des sacs. Enfin, la dernière valeur ajoutée de cette partie, c'est la mise en lumière des voix oubliées. Les lanceurs d'alerte, le petit technicien qui signale une anomalie, le vigile qui était fatigué ce jour-là. Sans ces personnes, aucune enquête n'avance. Donner une prime de protection aux témoins, créer des voies anonymes sécurisées pour signaler une complicité interne, et protéger juridiquement ceux qui brisent le silence, voilà des propositions concrètes qui renferont le maillon faible, l'humain. Parce que la science judiciaire retrouve les indices, mais c'est souvent une personne qui ouvre la porte du dossier. Et maintenant, chers spectateurs, un petit mot à la fois sérieux et taquin. Si vous voulez continuer à voir ceux qui se cachent derrière les belles façades, abonnez-vous à Média France, pas pour récupérer de l'or, promis, mais pour ne pas laisser la vérité aller en voyage sans vous. Abonnez-vous, partagez, et venez commenter avec votre meilleur sens de la répartie. Ici, on prend la vérité au sérieux, mais on la sert avec la sauce piquante qui la rend digestible. En une phrase pour introduire la suite finale. Dans la conclusion, nous relirons toutes les pièces du puzzle, responsabilité, leçons et pistes d'action,
et nous poserons la question qui fera vibrer vos claviers. Que doit changer la République maintenant? Conclusion, quand l'or révèle le vrai visage de la République. Le dernier mot avant le silence. Alors voilà, mes chers amis, nous arrivons au bout de ce long voyage, au cœur d'une histoire qui a commencé par une explosion et qui finit par une question. Qu'a-t-on vraiment appris de cette affaire de l'or de Lyon? Était-ce simplement un braquage spectaculaire ou le reflet d'un malaise plus profond, celui d'une société où la ruse brille plus que la droiture, où le profit court plus vite que la vérité? Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas seulement l'image des 6 hommes cagoulés ou des sacs pleins de lingots, mais bien le symbole. L'or, matière de valeur, a mis à nu la valeur morale d'un système. Ce vol, c'est un miroir tendu à la France, un miroir où se reflète une vérité inconfortable. La frontière entre le crime et la respectabilité est devenue si floue que même les honnêtes gens peinent à savoir qui est le vrai voleur. Et au-delà de l'enquête judiciaire, il y a la question politique, celle qui fâche mais qu'on doit poser. Comment se fait-il que dans un État si organisé, si surveillé, si équipé, des individus puissent entrer dans une raffinerie, faire exploser des vitres, emporter 12 millions, et ressortir comme s'ils venaient d'aller chercher du pain? Ce n'est plus une simple faille de sécurité, c'est un aveu. Les institutions ont parfois des trous plus larges que les coffres qu'elles prétendent protéger. La satire camerounaise nous dirait: quand le coq du village chante, c'est pas seulement pour réveiller les gens, c'est aussi pour signaler que la maison brûle. Eh bien, ce braquage, c'est le coq qui a chanté fort, très fort. Il a réveillé la France entière. Il a rappelé que derrière les façades solides de l'ordre et de la loi, il y a encore des zones d'ombre, des complicités, des silences dorés. Et si l'on n'y prend pas garde, demain, un autre groupe, mieux organisé, mieux financé, pourrait refaire le même coup, avec encore plus d'audace. Mais il y a aussi, dans cette tragédie dorée, une leçon d'espérance. La société n'est pas condamnée à l'impuissance. Elle peut se réveiller, comprendre, exiger des comptes, réclamer des réformes. Elle peut rappeler à ceux qui gouvernent que le pouvoir n'est pas un blindage, mais un service. Et elle peut aussi remercier ceux qui ont osé parler, filmer, dénoncer. Ces citoyens ordinaires qui deviennent, le temps d'un instant, les vrais gardiens de la vérité. L'or de Lyon ne sera peut-être jamais totalement retrouvé. Il se peut qu'il soit déjà fondu, dispersé, dilué dans des circuits économiques que seuls les initiés connaissent. Mais son poids symbolique, lui, restera. Il pèse sur la conscience collective comme un rappel. Un rappel que, dans chaque société, la richesse n'est pas seulement dans les coffres, mais dans la capacité du peuple à ouvrir les yeux, à poser les bonnes questions, et à refuser le mensonge poli qu'on lui sert dans des assiettes dorées. Et vous, là, derrière vos écrans, oui, vous qui avez suivi ce reportage jusqu'ici, dites-nous, qu'en pensez-vous? Est-ce simplement une histoire de bandits bien organisés, ou le symptôme d'un système fatigué, où les valeurs s'effritent comme une vieille peinture? Vos avis comptent. Écrivez, commentez, débattez, partagez vos idées. C'est comme ça qu'on fait vivre la démocratie, pas seulement dans les urnes, mais aussi dans la conversation collective. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas une chose. Sur Média France, on ne vous raconte pas les faits comme des contes pour endormir les enfants. Ici, on allume les lampes là où d'autres éteignent les projecteurs. On décortique, on questionne, on rit parfois jaune, mais toujours avec l'objectif de vous rapprocher de la vérité, même quand elle dérange. Alors abonnez-vous, parce que ce n'est pas la fin, oh non. Ce n'est que le début d'une série d'histoires qui vont encore secouer les certitudes et bousculer les comforts. Et comme disait l'écrivain américain Mark Twain, la vérité, c'est comme le soleil. On peut la cacher un temps, mais elle finit toujours par briller. Eh bien, mes chers spectateurs, que cette lumière reste allumée en vous, et qu'elle guide votre jugement, au-delà des apparences dorées. Prochaine enquête. L'argent des ombres, quand les lingots parlent et que les puissants se taisent. Restez branchés, car sur Média France, la vérité n'est jamais en congé.